Écho d'ici, écho d'ailleurs. Le grand invité RFI Jeune Afrique, Bruno Faure. Bonjour, bonjour et bienvenue. La planète économie est en émoi. Et si nous faisions face à une nouvelle crise financière, 15 ans après la précédente, partie elle aussi des États-Unis, la faillite d'une banque, cette fois pas à New York mais dans la Silicon Valley, spécialisée dans la tech, mais dont la déroute fait trembler bien au-delà tous ceux dont les investissements sont menacés par la hausse des taux d'intérêt sur tous les continents. Une actualité brûlante à laquelle nous ne pourrons échapper avec notre invité du jour, notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Bonjour Kako Nubukpo. Bonjour. Entre deux voyages. Merci d'être venu dans les studios de RFI. Nos auditeurs vous connaissent bien, tout comme les lecteurs de Jeune Afrique, représentés comme d'habitude par Julien Clémenceau. Bonjour Julien. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Et dans mes mains, le livre que vous venez de publier, Kako Nubukpo, une solution pour l'Afrique du néoprotectionnisme au bien commun, ouvrage paru aux éditions Odile Jacob, des propositions que nous allons prendre le temps d'expliquer et de questionner. D'abord, avec Julien, un bref résumé de votre parcours. Kako Nubukpo a 54 ans, vous êtes l'un des économistes africains les plus connus du grand public. Vous le devez à vos prises de position en faveur d'une réforme du franc CFA, une monnaie héritée de la colonisation que vous estimez à la fois anachronique sur le plan symbolique et pénalisante pour les économies des pays francophones. Et à ce titre, vous regrettez que les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest aient repoussé l'adoption d'une nouvelle monnaie au plus tôt en 2027. Pour autant, vous ne faites pas partie des intellectuels africains en guerre avec la France, avec laquelle vous conservez de nombreux liens, notamment avec différentes institutions, comme le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, ou encore l'Agence française de développement, l'AFD, dont vous êtes un membre du conseil scientifique. Un compagnonnage, on peut l'appeler comme ça, qui débute avec vos études supérieures, après le bac. Passé chez les jésuites à Lomé, vous étudiez d'abord à Strasbourg jusqu'en maîtrise, puis votre thèse sur les causes de l'insécurité alimentaire vous fait faire la navette entre Paris, Lyon et Montpellier. Au début des années 2010, vous avez dirigé le centre de recherche et d'analyse de l'UMOA avant de céder aux appels du chef de l'État togolais et de devenir pendant près de 3 ans ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Un poste où on vous attendait pas forcément. Quel bilan vous avez fait de cette expérience politique ? Oui, c'est une expérience très enrichissante parce qu'elle m'a permis de passer à l'action. Même si c'est un ministère, donc la prospective, qui reste très proche de la recherche, ça permet de comprendre que le réel à ces règles qui ne sont pas les règles du théoricien. Et en même temps, ça permet aussi de nourrir le réel, justement, afin de ne pas réinventer la roue. Ça vous a pas dégoûté de la politique ? Ah non, non, au contraire. Parce que c'est un honneur déjà de pouvoir être ministre, parce qu'il y a quand même 7 à 8 millions de Togolais. Et puis, quand on a le sens, comme moi, en tout cas je l'espère, de l'intérêt général et du bien commun, c'est toujours passionnant de pouvoir œuvrer dans ce sens. Alors ensuite, Kako Nubukpo, vous occupez le poste de responsable de l'économie numérique au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, jusqu'à ce que la Canadienne, Michaëlle Jean, ne mette fin à vos fonctions parce que vos positions en faveur d'une réforme du franc CFA irritait certains chefs de l'État qui sont d'ailleurs aujourd'hui, pour certains, ils se sont rangés à votre avis et prônent la réforme. Aujourd'hui, donc, vous êtes commissaire de l'UMOA en charge de l'agriculture, de l'eau et de l'environnement, des sujets que vous abordez, Bruno l'a dit, largement dans votre dernier ouvrage. Vous y poursuivez votre critique des systèmes économiques actuels. En quelques mots, parce que nous y reviendrons plus tard dans l'émission, quelle est votre définition des biens communs ? Vous pensez aux ressources naturelles de l'Afrique ? À quoi pensez-vous ? Oui, ce sont toutes les ressources que nous avons en partage, mais dont la gestion non régulée peut engendrer, au fond, l'épuisement. Donc, ces ressources sont souvent tangibles, comme les forêts, les cours d'eau, mais aussi intangibles, comme les ressources informationnelles, les communs numériques. Le numérique, oui. Voilà. Et donc, l'idée, au fond, c'est
créer un nouveau modèle de production et de régulation qui puisse être plus respectueux des écosystèmes naturels et puis de ce qu'on appelle le polycentrisme, c'est-à-dire des délibérations beaucoup moins verticales que ce qu'on peut connaître avec les États-nations. Les biens communs, vous dites, à l'intérieur de l'Afrique, pas les biens communs avec le reste du monde? Les deux, au fond. Les biens communs africains, mais dont la gouvernance peut mobiliser l'ensemble de la planète. Entre politique et économie, le touche-à-tout. Kako Nobukpo est notre grand invité RFI Jeune Afrique. Nous parlerons de finances, de monnaie, d'agriculture et de tous les grands sujets qui font l'actualité économique sur le continent. Entretien à visionner en vidéo sur les chaînes YouTube de RFI et de Jeune Afrique. Les meilleurs moments à lire dans les colonnes de JA. N'oubliez pas de partager, de commenter sur notre page Facebook RFI Eco, R-F-I-E-C-O. Bonne émission à toutes et à tous. Kako Nobukpo, revenons sur ce début de panique dans le monde de la finance, certes parfois un peu émotif. Comment, en tant qu'économiste expérimenté, ce n'est pas une injure, qui en a vu d'autres, comment vous imaginez l'avenir après cette faillite tant commentée de la Silicon Valley Bank? Est-ce qu'il faut craindre une crise financière généralisée? C'est clair qu'on rentre dans une ère d'incertitude. Et on vit une drôle d'époque parce qu'on vient d'avoir 4 chocs, en fait, dont 2 chocs d'offres. La pandémie de Covid qui a déstructuré complètement les systèmes logistiques. Ensuite, la reprise post-pandémie qui a été un choc de demande. Et la réponse à ce choc de demande qui est aujourd'hui la remontée des taux des banques centrales. Et puis, cette nouvelle crise financière qui commence et qui pourrait nous ramener en 2008. Et du coup, c'est inquiétant parce que nous n'avons jamais été aussi faibles puisque nous avons dépensé toutes les ressources pour faire face à la pandémie de Covid. Et nous ne sommes pas préparés à une nouvelle crise, en tout cas de l'ampleur de celle de 2008. Et donc, il y a certainement de l'incertitude et un zeste d'inquiétude aussi. Ce sont les travers de la finance américaine, selon vous, ou est-ce que c'est plus général? C'est plus général, c'est-à-dire que depuis 30 ans, nous connaissons une déconnexion croissante de la sphère financière vis-à-vis de la sphère réelle. Ce qui fait que les valorisations d'actifs dans le secteur financier n'ont pas grand-chose à voir avec les fondamentaux du monde réel. Et de ce point de vue, on est très sensible et donc très vulnérable à ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Et donc, les croyances peuvent engendrer des paniques avec des effets malheureusement dramatiques, potentiellement dramatiques, sur l'économie réelle. Et des effets mondiaux, Julien Clémenceau. Des effets mondiaux qu'on va retrouver en Afrique, sensiblement. La banque, la SVB avait une branche la SVB Capital, qui a une branche qui a investi dans les entreprises africaines. Est-ce que ces entreprises africaines doivent craindre pour leur survie, ou en tout cas pour leur futur immédiat? Dans le domaine de la tech, notamment. Oui et non. Oui, parce que le régulateur africain n'est pas forcément au point par rapport à toutes ces innovations technologiques. Non, parce que le régulateur américain a déjà promis d'être le prêteur en dernier ressort. Ce qui est spécifique à l'économie libérale, c'est que les banques centrales restent des prêteurs en dernier ressort, mais non contraints. Et ce qui est déjà un peu rassurant, c'est qu'à la fois le président américain Joe Biden, mais aussi la secrétaire au Trésor Janet Yellen, sont montés au créneau pour dire que, au fond, la puissance publique va prendre ses responsabilités. Et c'est vrai que c'est un peu délicat parce qu'au fond, on reste toujours dans ce système
qui veut qu'on privatise les bénéfices, mais qu'on socialise les pertes. Et si on avait une crise financière plus générale, est-ce que l'Afrique serait préservée? Non, si on a une crise financière générale, l'Afrique ne pourra pas être préservée. En général, les 4 facteurs qui créent des difficultés, c'est d'abord une réduction de la demande mondiale, donc qui fait que pour les pays africains exportateurs de matières premières, en général, les cours sont plus bas, donc les recettes sont plus basses. Deuxième élément traditionnel, c'est qu'il y a moins de touristes parce qu'il y a moins d'argent dans le monde développé. Troisième élément, il y a moins de recettes de ce qu'on appelle les transferts de migrants. Et puis le 4e élément, c'est au fond une réduction qu'on a pu constater souvent de l'aide publique au développement. Donc ce sont ces 4 éléments qui, en général, pèsent sur la trajectoire de croissance africaine au moment des crises majeures sur le plan financier. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique est plus interconnectée avec la finance mondiale qu'elle ne l'était pendant la crise de 2008? Est-ce que ça va jouer ou ça peut jouer? Oui, clairement, l'Afrique est beaucoup plus connectée. Et donc, ça va jouer, mais une incertitude plus grande, c'est que comme ce sont des entreprises de la tech, on n'a pas forcément dans nos nomenclatures tous les indicateurs qui peuvent nous permettre d'être plus ou moins averses vis-à-vis du risque. C'est-à-dire que c'est des nouveaux secteurs qui souffrent. Pour l'instant, on voit bien que les inquiétudes sont localisées au Nigeria, en Égypte, en Afrique du Sud. Mais on voit que même le Maroc, qui n'est pas très partie prenante, a quand même une entreprise ou deux qui pourrait être impactée. Le dollar fort, la hausse générale des taux d'intérêt, est-ce que c'est une menace pour des entreprises en Afrique, des secteurs? Clairement, parce que c'est un renchérissement au fond, du coût du financement. Dès qu'il y a montée des taux d'intérêt, mécaniquement, on a une réduction de la demande de crédit. Et comme nous vivons déjà une période où l'économie mondiale est quand même convalescente, ce n'est pas simple, parce que l'arbitrage des banques centrales, suite à la forte reprise post-pandémie et à la guerre en Ukraine, c'est de dire on a de l'inflation, mais on n'a pas forcément beaucoup de croissance. Et peut-être que la croissance qu'on a n'est pas liée à l'inflation. Donc, on peut quand même augmenter les taux pour juguler l'inflation, qui est plutôt une inflation par les coûts et non pas par la demande. Mais avec ce qui est en train de se passer, ça pourrait conduire les banques centrales à réviser leur façon de voir les choses. Oui, parce qu'il y a... Julien. Donc, à limiter la hausse des taux? Tout à fait. Tout à fait. Il y a les entreprises, il y a les États aussi qui sont en difficulté. Le Ghana, par exemple, est-ce que ce cas peut se multiplier? Des pays qui feraient défaut sur leurs dettes? Oui, tous les États qui vont sur le marché financier vont être très sensibles aux modifications de taux. Et actuellement, on voit des valeurs refuges. Il y a l'or dont le cours monte. Est-ce que le Bitcoin aussi peut être vu comme une valeur refuge? Oui, mais on a connu tellement de yo-yo avec le Bitcoin que je pense que l'or a de beaux jours devant lui. Pour le Bitcoin, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on a vu là ces derniers jours où, juste après la faillite de la SVB, le Bitcoin a augmenté de façon extrêmement forte. Venons-en aux questions monétaires. Le franc CFA dont vous parlez si souvent, est-ce que c'est un rempart justement contre l'inflation en Afrique et contre ses conséquences? Certains Ghanéens, puisqu'on parle du Ghana, préfèrent aujourd'hui le CFA au Cedi. Oui, la force du CFA, c'est l'euro, c'est de l'euro. Quand vous avez du CFA, vous avez de l'euro. Donc, vous savez, la monnaie a 3 fonctions: unité de compte, intermédiaire des échanges et réserve de valeur. Le CFA a toujours été une bonne réserve de valeur, à tel point qu'on a préféré une logique de rente, grâce à cela, plutôt qu'une logique d'investissement. Et ça a toujours été le cœur de ma critique du CFA. Mais là, aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle,
Est-ce que c'est non, je n'ai pas l'impression que les Nigérians, les Ghanéens vivent plus mal que les Togolais, les Bissau-Guinéens, les Sénégalais. Moi, je pense qu'il faut toujours voir sur le moyen terme les trajectoires des économies. Aujourd'hui, le CFA peut servir de valeur refuge, mais justement parce que les autres monnaies servent pour le financement des investissements. C'est-à-dire qu'en termes de choix de portefeuille, le Nigérian, le Ghanéen peuvent utiliser le CFA dans leur choix de portefeuille, ce que ne peuvent pas faire les utilisateurs du CFA, donc les gens de la zone franc. Donc on a un degré de liberté en moins. Le franc CFA, qui est au cœur d'un documentaire passionnant qui a été diffusé récemment sur la chaîne Public Sénat, un documentaire auquel vous avez été étroitement associé, Kakone Bokpo. On va écouter un extrait de ce documentaire. Cette monnaie, le franc CFA, est morte 2 fois au moins. Et à chaque fois, elle a ressuscité. Un nouvel avis de décès est paru le 21 décembre 2019. Tout au long de l'évolution de notre système monétaire, le franc CFA a été un outil essentiel du développement de nos pays. Cependant, nous devons entreprendre des réformes encore plus ambitieuses, avec notamment la création de l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les obsèques sont toujours en cours d'organisation depuis. Du côté des sociétés civiles africaines, on s'interroge. Car la monnaie cristallise un certain nombre de critiques. Beaucoup n'en veulent plus du franc CFA. Pourquoi? D'où vient ce désamour? Une histoire du franc CFA, extrait de ce documentaire sur Public Sénat réalisé par la belgo-sénégalaise Cathy Lenandiaye. Eh bien oui, Kakone Bokpo, d'où vient-il ce désamour? Oui, Marcel Mauss disait que la monnaie est un fait social total. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un fait économique, c'est un fait sociologique, historique, politique, parfois même religieux. Et j'ai toujours dit qu'une erreur qui a été faite, c'est qu'après les indépendances, on ait gardé l'acronyme CFA, qui est au départ colonie française d'Afrique, qui est devenue en Afrique de l'Ouest, communauté financière africaine. Et parce que le nom n'est pas neutre. Les Japonais n'utilisent pas la livre sterling, ils utilisent le yen. Les Américains utilisent le dollar parce que le nom de la monnaie renvoie à l'histoire, à la culture. Donc c'est ce jeu de passe-passe là qui crée une incompréhension. Voilà, c'est-à-dire que la charge émotionnelle liée à la post-colonie explique, à mon avis, du point de vue de la question de la souveraineté, la force des débats autour du CFA. Il faut déconnecter ça de l'aspect strictement économique. Et moi, mon propos sur le plan économique, c'est de dire des économies faibles ne peuvent pas avoir durablement une monnaie forte. Parce que ça crée des ajustements douloureux, notamment en matière de chômage et de faiblesse de création de l'activité. Et donc, quand on additionne ces deux facteurs, le facteur qu'on peut qualifier de souverainiste et le facteur strictement économique, on comprend pourquoi il y a une telle intensité dans les débats autour du CFA. Les débats sont intenses, mais le projet, en tout cas en Afrique de l'Ouest, de changement, d'adoption d'une nouvelle monnaie a été repoussé. Pourquoi ça n'avance pas? Quel est le blocage? En fait, il y a 2 raisons qui expliquent pourquoi ça n'avance pas. La première, c'est qu'il y a 2 traditions monétaires en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a une tradition, celle portée par le franc CFA, au fond, qui dit la monnaie est neutre. Elle n'a pas d'impact sur l'activité réelle. Et donc, c'est une gestion monétariste, très ordolibérale. Le seul objectif de la politique monétaire, c'est la lutte contre l'inflation. Voilà. Et puis, il y a une autre tradition portée plus par les pays anglophones, comme le Ghana, le Nigeria, pour laquelle la monnaie est non neutre. Donc, on peut utiliser la planche à billets pour activer l'économie réelle. Et donc, là,
faire une monnaie à 15, c'est poser le débat sur l'orientation qu'on veut donner à cette monnaie. Donc il n'y a pas de convergence. Donc il n'y a pas de convergence philosophique autour de ce que pourrait être une monnaie à 15. Après, il y a une seconde raison qui est qu'au fond, on est pris par la dictature des urgences et il n'est jamais le bon moment de poser des questions qui fâchent. C'est pour ça qu'on a reporté à 2027. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place des critères de convergence nominale, c'est-à-dire une tropicalisation des critères de Maastricht. Mais comme ce n'est pas les mêmes traditions monétaires, on ne s'attend pas à ce que l'inflation passe à 2% au Nigeria ou au Ghana. Vous voyez? Vous voulez dire qu'on a fait en sorte de prendre des critères qu'on ne réalisera jamais? C'est-à-dire qu'on a copié les critères de Maastricht, mais on ne pose pas la question de fond, qui est la suivante. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Pourquoi est-ce qu'on veut avoir la même monnaie? Qu'est-ce qu'il y a derrière en termes de solidarité, en termes de vision politique, en termes de vivre ensemble des populations? Est-ce qu'il peut y avoir des vues plus convergentes en Afrique centrale? Est-ce que c'est de l'Afrique centrale que peut venir la première réforme du CFA? Paradoxalement, oui. Vous savez, l'Afrique centrale a toujours été considérée comme le mauvais élève de la zone franc, parce que en termes d'intégration, ça a toujours été un peu en retard par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Mais il n'y a pas ce débat avec un autre système monétaire en Afrique centrale. C'est-à-dire que le pays qui aurait pu mener ce débat, la République démocratique du Congo, est relativement en retrait. Et donc, la CEMAC... Voilà. Et donc, la CEMAC, de par l'homogénéité du dispositif de gestion monétaire, peut plus facilement, paradoxalement, aller plus vite que l'espace UEMOA. L'Afrique centrale est moins divisée, y compris sur le plan politique, que l'Afrique de l'Ouest. On voit bien que les situations dans les pays de la zone UEMOA sont très diverses en ce moment. Oui, c'est-à-dire qu'en Afrique centrale, comme les États sont exportateurs nets de pétrole, c'est plus facile d'envisager une politique monétaire qui fasse sens. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, comme les États exportateurs du pétrole, en particulier le Nigeria, ne sont absolument pas dans la même phase du cycle que ceux de la zone franc, il y a cette discussion de la politique monétaire optimale et, accessoirement, ou je devrais dire plutôt corrélativement, le degré de solidarité budgétaire qu'on est prêt à consentir si on sait d'emblée qu'on n'aura pas d'optimalité du point de vue de la politique monétaire. Kakono Bokpo, en tant que partisan, ferme partisan d'une réforme du franc CFA, comment est-ce que vous voyez ceux qui utilisent cette problématique pour développer des thèses bien plus radicales contre la France, contre le colonisateur? Je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Et moi, ma lecture du franc CFA dès le départ, ça a été une lecture autour de la servitude volontaire. J'ai toujours pensé que c'était à nous, les Africains, de construire une monnaie qui soit au service de la transformation structurelle de nos économies. Donc ça ne sert à rien de s'en prendre à la France? Je pense que ce n'est pas constructif. Pour une raison simple, et ça a été bien dit au moment des États généraux de l'ECO que j'ai initié au mois de mai 2021 à l'Université de Lomé, c'est que les économies ouest-africaines auront à travailler avec tous les partenaires. La France, les États-Unis, la Russie, la Chine. Et que ce qui est important, c'est de construire une monnaie qui puisse être au service de cette transformation structurelle. Donc, il ne faut pas insulter l'avenir. Il faut surtout, à mon avis, déclarer dès maintenant la création de l'ECO comme monnaie commune, pas forcément monnaie unique, parce que le fait de créer l'ECO dès aujourd'hui va engendrer une convergence des esprits. Et c'est important, parce que le fait de reporter chaque fois la mise en place d'une monnaie
fait perdre ensuite de la crédibilité par rapport aux annonces qu'on fait. Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Vous l'avez dit, hein, dans cette affaire du CFA, pour beaucoup, c'est aussi la relation économique de la France et de l'Afrique qui est en jeu. La France et les Européens plus largement qui ont besoin de l'Afrique pour ses matières premières, exactement de la même manière que la France en avait besoin après la fin de la Seconde Guerre mondiale? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous sommes en train de basculer de ce qu'on appelait une économie d'empire vers une économie de production. Et ce n'est pas évident parce que vous avez des acteurs qui sont restés dans la première logique, la logique de rente, en fait, et des acteurs des deux côtés, en fait. Et c'est pour ça que le débat est si délicat. Et en plus, il y a un élément qui, moi, m'a toujours frappé, c'est que le CFA a une dimension beaucoup plus politique et géopolitique qu'une stricte dimension économique. Parce que quand on voit les flux d'investissement direct, on voit qu'il n'y a qu'1% des investissements directs étrangers français qui vont en Afrique. Et dans ce 1%, il n'y a que 20% qui vont dans la zone franc. Et donc, il y a une sorte de disproportion entre ce qu'on peut qualifier d'un cheval de Troie de la France en Afrique, sur le plan économique, et la réalité des chiffres. Ça veut dire qu'il y a malaise dans la civilisation. Ça veut dire que, paradoxalement, la France n'a jamais explicité ce que le franc CFA représentait pour elle. Si ce n'est pas un cheval de Troie du point de vue économique, qu'est-ce que ça représente? Et donc, c'est au fond l'addition de silence qui engendre tous les fantasmes et des deux côtés, encore une fois. Trop de silence et bien peu d'actes, aux yeux en tout cas, de ceux qui critiquent la France. Le décor a quand même un peu changé, les présidents se sont succédés. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron, c'était il y a quelques semaines, lors de la conférence de presse à l'Élysée sur un nouveau partenariat avec l'Afrique. C'était juste avant de débuter sa tournée sur le continent africain. Nous avons aujourd'hui encore trop de nos entreprises qui ne produisent pas les travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Ça ne marchera plus. Nous avons trop souvent eu une logique de rente dans notre rapport au continent africain. On a considéré que parce qu'on était la France, même quand on faisait mal, même quand on était plus cher que les copains, même quand les solutions de financement étaient moins bonnes, on allait continuer d'être pris. C'est une terre de compétition maintenant. Et je vous le dis en toute sincérité, je ne défendrai plus les entreprises qui ne sont pas prêtes à se battre. Il faut donc qu'on ait un réveil du monde économique français pour se dire on doit aller s'y battre. C'est les patrons qui doivent y aller quand il y a un grand contrat, parce que d'autres pays qui étaient moins présents que nous il y a quelques années, qui ne sont pas mieux armés que nous, sont en train de prendre des positions simplement parce qu'ils prennent les pays africains au sérieux. Le président français parle de réveil nécessaire. Est-ce que les entreprises françaises sont à la hauteur de la nouvelle relation que doit avoir la France avec le continent? Elle pourrait l'être. Elle pourrait l'être. Comme ça vient d'être dit, l'essentiel, c'est qu'il y ait de la transparence dans l'accès au marché. C'est-à-dire qu'au fond, cette relation pas très nette entre la France et l'Afrique depuis les indépendances a permis des monopoles de fait. Et ces monopoles de fait sont aujourd'hui contestés par d'autres, notamment les émergents. Et donc, ça veut dire que ces marchés qui doivent devenir contestables puissent faire l'objet d'appels d'offres. Et je pense qu'il n'y a aucune raison que les entreprises françaises ne soient pas aussi compétitives que les autres. Surtout que l'Afrique, ce n'est pas que l'Afrique francophone. Même avec les Chinois? Ah oui, même avec les Chinois. Et on observe déjà dans certains arrangements des formes de complémentarité. Il y a des structures pour lesquelles les Chinois sont sur le hard et la France est sur le soft. Vous parliez de monopole de rente.
On a parlé en France des super profits, notamment des super profits faits par les armateurs grâce au choc de demande et au prix des containers qui a fortement augmenté. Est-ce que ces super profits, des profits qui ont été faits par des compagnies comme CMA CGM ou MSC qui a racheté les actifs portuaires de Bolloré, ils doivent être profités au continent d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a une péréquation à faire? Oui, clairement. C'est-à-dire que du point de vue de la fiscalité, il y a un effort à faire dans les pays africains. Parce qu'on a souvent pensé que les firmes étrangères, parce qu'elles emploient du personnel local, pouvaient avoir des exonérations. Or, il me semble, et l'expérience le prouve, que lorsqu'il y a une fiscalité qui n'est pas confiscatoire, mais qui est quand même juste, les firmes acceptent de payer les impôts. Et puis, le deuxième axe de travail, c'est la lutte contre les flux de capitaux illicites. Parce qu'au fond, une des difficultés que nous avons, c'est au niveau de la déclaration de la production effective. On n'a pas toujours la capacité d'identifier ou d'évaluer la production. Et il y a eu beaucoup de débats, notamment avec une société comme Glencore au Zimbabwe et en Zambie, où effectivement, on a minoré la production qui partait vers le reste du continent. Kakono Boko, sur le plan de la gouvernance politique dans les États africains, est-ce que vous avez le sentiment que l'Afrique francophone a reculé ces 2 ou 3 dernières années? Il y a des exemples de forte instabilité, mais il n'y a pas que ça. Sur la gouvernance politique, il y a des cycles, si je puis dire. Moi, je suis né en 68 et c'était la grande période des régimes de parti unique. Après, il y a eu le discours de la Baule de François Mitterrand de 90 qui disait au fond, c'est la démocratie désormais. Voilà. Et là, ce qu'on observe, c'est une discussion, au fond, une tension entre les régimes dits démocratiques et les régimes dits illibéraux, avec des éléments, au fond, des juges de paix qui ne sont pas forcément consensuels. On nous explique que les pays qui ont une stabilité, sans forcément d'alternance, ont de meilleurs résultats économiques. Et le pays qu'on donne souvent en exemple, c'est le Rwanda. Okay. Et au contraire, des pays qui ont connu l'alternance, comme le Mali ou le Burkina Faso, vivent aujourd'hui de vraies crises politiques. Moi, je crois qu'il faut faire confiance au génie des peuples et surtout être plus dans l'endogène. C'est-à-dire que il me paraît nécessaire, mais insuffisant, de rester simplement dans ce qu'on appelle l'importation de la technologie démocratique, c'est-à-dire les urnes transparentes et tout ce qui va avec, pour poser la question de la légitimité. La question de la légalité, on peut la poser du point de vue des régimes, mais la question de la légitimité me paraît importante et je pense qu'elle n'a pas été suffisamment posée en Afrique. Toujours sur la gouvernance, Julien. Au niveau de la gouvernance, on voit, on parlait des difficultés que rencontrent certains États, notamment en Afrique en francophone, mais on se rend compte aussi qu'il y a des institutions qui sont peut-être aujourd'hui plus fortes, en tout cas qui osent plus, et on le voit avec la Cour des comptes, au Togo, au Sénégal, qui font état de critiques sur la gestion des fonds Covid. Est-ce que ça, c'est pas de nature à rassurer sur une évolution positive de cette gouvernance ? Oui et non. Oui, parce que ça prouve le fait qu'il y ait eu ces rapports de la Cour des comptes, des rapports publiés. Ça prouve que l'exécutif de ces États accepte de faire jouer à ces contre-pouvoirs à l'intérieur de l'exécutif leur rôle. Mais non parce qu'on a constaté
une tentation de reprise en main, au fond, de ces rapports, en disant oui, mais au fond, ce n'est peut-être pas aussi scientifique, aussi clair, aussi sérieux que ça aurait dû l'être. Et donc, on voit toujours cette espèce de pas en avant et de marche arrière qui définit, me semble-t-il, les démocraties en construction. Ces rapports ont été extrêmement commentés au Togo, votre pays, et au Sénégal. Il y a eu des scandales, selon vous, dans la gestion de ces fonds Covid. Est-ce que de l'argent n'a pas abouti au bon endroit? En tout cas, les rapports disent explicitement qu'il y a de l'argent qui a été utilisé sans contrepartie visible. Et donc, c'est aux États de faire la clarté sur l'utilisation des ressources. Moi, ça me tient à cœur parce que j'ai été ministre de l'évaluation des politiques publiques et je sais d'expérience que beaucoup d'efforts sont consentis par les pouvoirs publics, mais on ne fait pas suffisamment d'accompagnement en termes d'évaluation des politiques publiques. On reste souvent sur le côté un peu punitif des audits. Mais comme nous sommes des économies où il y a énormément de chocs exogènes, au fond, on a du mal à évaluer les performances. Ce qui a même conduit d'ailleurs beaucoup d'agences d'aide à essayer d'évaluer non plus les performances, mais la volonté d'améliorer les choses. L'économiste togolais Kako Nubukpo est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, à retrouver en vidéo sur YouTube, à commenter, à partager sur Facebook, sur notre compte RFI Éco. Et l'on continue de parler de l'indépendance économique de l'Afrique. Éco d'ici, éco d'ailleurs, le grand invité RFI Jeune Afrique, Bruno Faure. L'actualité de ces dernières semaines, ce sont aussi les propos du président tunisien qui a qualifié les subsahariens de hordes qui envahissent son pays. En réaction, la semaine dernière, la Banque mondiale a annoncé le gel de nouveaux financements en Tunisie. Est-ce que ça vous a surpris ? Les propos ou bien la réaction de la Banque mondiale? Les deux, mais surtout la réaction. Bon, déjà, les propos, je les ai trouvés scandaleux parce que à ce niveau de responsabilité, il faut absolument prendre la mesure des choses et justement leur impact. Au niveau de la réaction de la Banque mondiale, je ne suis pas surpris parce qu'au fond, on va vers une forme de convergence des valeurs, en fait. Et le fait que la Tunisie se soit démarquée de cette manière ne pouvait qu'engendrer des réactions qui, me semble-t-il, sont à la hauteur de l'émoi que ces propos ont provoqué. La pression démographique c'est africaine qui est importante. C'est ça aussi qui justifie la circulation des populations. Non, ce qu'on a observé dans l'histoire économique, c'est que les moments de crise sont des moments favorables pour la montée de discours xénophobes, en fait. Et l'Afrique a toujours été un continent de circulation. Et d'ailleurs, les 2/3 des migrations africaines restent en Afrique, en fait. C'est qu'un tiers des migrants africains qui passent au-delà du continent. Et c'est pour ça que c'est surprenant, au fond, qu'il y ait ce débat autour de supposées hordes d'Africains. Mais vous avez constaté comme moi que depuis quelques années, notamment avec la Libye aussi, il y a d'importantes difficultés. Et donc, la question de la démographie, elle joue un rôle important, ça c'est clair, parce qu'on a une population qui double tous les 25 ans, et en face, on n'a pas les emplois. Donc, il y a une volonté
normal des gens d'essayer de trouver mieux que là où ils sont nés, mais il ne faut pas céder justement aux facilités rhétoriques. Mais néanmoins, la mobilité du facteur travail, est-ce que c'est pas nécessaire quand on veut développer le commerce, l'économie africaine? Est-ce que c'est pas un facteur pour le coup positif? Oui, c'est un facteur non seulement nécessaire, positif, mais indispensable pour que la théorie néolibérale puisse faire sens. C'est-à-dire que c'est la mobilité des facteurs, capital et travail, est la variable d'ajustement première, au fond. Lorsqu'on essaye de construire, comme nous le faisons, une zone de libre-échange continentale africaine. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que ce n'est pas une question d'abord économique, la zone de libre-échange continentale africaine, mais d'abord une question de vision. Et il faut qu'on soit capable de dire ce qu'on veut faire ensemble. Vous tombez à pic, Kakuano Bubko. On va parler de cette ZLECAf, le grand projet économique panafricain du moment, un projet qui progresse. À en croire son secrétaire général, le Sud-Africain Wamkele Mene, en octobre dernier, à Accra, ont été identifiés une centaine de produits susceptibles d'être moins taxés. On l'écoute. It's a massive step. If you think about it, there has never been preferential trade. C'est un pas de géant. Quand on y pense, il n'y a jamais eu de commerce préférentiel entre les régions du continent. Nous avons pour la première fois eu des produits d'Afrique du Nord, en l'occurrence des climatiseurs fabriqués en Égypte, qui ont été exportés vers le Ghana. Du thé kényan, une production agricole avec une certaine valeur ajoutée, a été acheminé vers l'Afrique de l'Ouest. Cela ne s'était jamais produit auparavant en Afrique. On faisait toujours du commerce avec l'Europe et parfois on commerçait avec l'Europe pour simplement commercer entre nous. Donc nous avons fait un pas de géant en démantelant cet ancien modèle de commerce et cet ancien modèle d'économie africaine qui par nature était colonial. Le secrétaire général de la ZLECAf au micro RFI de Mounia Daoudi. Kakuano Bubko, ça y est, la ZLECAf est sur de bons rails? Vraiment? Non, je ne pense pas. Je crois qu'il faut qu'on définisse d'abord le degré de solidarité budgétaire qu'on est prêt à consentir dans cette affaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre sur le même marché l'Égypte et le Burundi, le Maroc et la Gambie. Ce n'est pas possible parce qu'il y a certaines économies qui ont dépassé ce qu'on appelle la zone de coût fixe et qui vont certainement augmenter leur part de marché grâce à cette zone de libre-échange continentale et les ajustements auxquels on pourrait s'attendre, notamment en termes de mobilité du facteur travail, on voit que ce n'est pas le cas. Et donc, moi, je pense qu'il y a trois choses fondamentales. Il y a la vision, c'est-à-dire une production africaine qui alimente le marché africain. Ça, c'est une très bonne chose. Et de ce point de vue, des efforts sont faits, tant mieux. Mais il y a une deuxième chose, le degré de solidarité. Et là, rien, silence radio pour le moment. Et puis une troisième chose, tout ce qui renvoie finalement aux règles d'origine, mais d'un point de vue de la construction de capacités. Et là, il y a loin de la coupe aux lèvres encore. Donc, la zone de libre-échange continentale africaine ne devrait pas être l'arbre qui va cacher la forêt de toutes les divergences encore fortement présentes entre les économies et entre les dirigeants africains. Vous parlez dans votre ouvrage de néoprotectionnisme. Il en faut pour créer cette zone de libre-échange. Est-ce qu'il en faut aussi à l'intérieur du continent pour protéger finalement certains marchés, certains États? Oui, c'est-à-dire qu'en soi, ce n'est pas le fait de dire Afrique versus non-Afrique
qui est au cœur de la question protectionniste, c'est le fait de dire que des systèmes productifs qui sont très différents du point de vue de leur performance ne peuvent pas être mis en concurrence sans précaution. Donc des quotas, des subventions nationales pour protéger les marchés nationaux? Exactement. Et la création de fonds pour renforcer les capacités de ceux qui n'ont pas encore atteint les niveaux requis pour être dans la compétition internationale. Je vous donne un exemple. Le PIB de la Gambie, le PIB annuel de la Gambie, ça correspond à 23 heures de travail au Nigeria. Même pas une journée de travail au Nigeria. Et donc, avec de telles disproportions, vous ne pouvez pas faire un marché unique. Vous êtes obligé de mettre en place des écluses pour qu'on puisse progressivement mettre en concurrence ces différents niveaux de productivité. Voilà qui nous amène à la question agricole. L'agriculture, secteur prioritaire sur le continent. Un exemple, le gouvernement sénégalais a décidé d'agir avec un plan pour l'autosuffisance alimentaire sur plusieurs années. On va écouter le ministre de l'Agriculture du Sénégal, Aline Ngouille Ndiaye, conférence de presse lors du dernier Salon international de l'agriculture à Paris. Le principe, d'abord, comme on le dit, l'Afrique nourrit les Africains. Il fallait peut-être aujourd'hui, sans changer fondamentalement nos habitudes alimentaires, regarder ce que nous consommons et en produire à suffisance. Quand je prends le cas du Sénégal, tout le monde sait que le Sénégal aime bien le riz. Nous en consommons beaucoup. Nous importons ces dernières années pratiquement entre 48 et 52% de notre consommation en riz. Donc ça veut dire que si nous voulons être autosuffisants à l'horizon 2028, il faut trouver les moyens d'en produire. Donc premièrement, il faut aménager. Il faut aménager des terres, même si nous avons de l'eau, il faut aménager pour pouvoir produire du riz. Il faut disposer de semences de qualité. Il faut l'accompagner également par une bonne mécanisation, parce que ça nous permet aujourd'hui d'aller vite. Nous avons également besoin de fertiliser le sol. On a besoin après d'abord d'outils de récolte, de stockage, parce qu'il faut stocker pour pouvoir non seulement réguler le marché, mais limiter les pertes post-récolte. Nous pensons qu'avec cette approche, dans les 5 prochaines années, mais on peut au moins assurer une bonne part de notre alimentation. Nous avons la terre, nous avons de l'eau et nous avons les bras. Je pense qu'avec ça, avec un peu de mécanisation et d'un accompagnement, nous devrons pouvoir nous en sortir. Nous devons pouvoir nous en sortir. Kako Noboko, comment vous réagissez à ce plan sénégalais? Est-ce que le continent africain peut parvenir à cette autosuffisance alimentaire rapidement? Oui, tout à fait. Nous avons à peu près 740 millions d'hectares de terres arables. Ce sont les projections de l'INRA. Nous avons une population jeune d'1 milliard d'habitants et il n'y a pas de raison fondamentalement que l'Afrique soit dépendante du reste du monde. Non seulement elle a les moyens d'être autosuffisante, mais elle a les moyens de nourrir une partie du reste du monde, en fait. Et pour ça, il faut 3 choses. La première, c'est ce qui vient d'être dit, il faut développer la maîtrise de l'eau, continuer les recherches variétales, former les paysans pour le respect des itinéraires techniques. La deuxième dimension, c'est promouvoir les arrangements institutionnels, donc l'accès au crédit, aux mécanismes d'assurance, au post-récolte, ça a été également dit, mais la structuration des organisations paysannes me paraît fondamentale de ce point de vue, et la disponibilité de l'électricité, de la santé et de l'eau potable. Et enfin, troisième volet, qui a été moins commenté ici, c'est la vision en termes de politique agricole. On sait que, par exemple, pour l'Union européenne, la moitié du budget communautaire, c'est la politique agricole commune. Okay. Mais pour l'Afrique, on a du mal à savoir quelle est la vision des politiques en termes de l'agriculture. Est-ce qu'on veut stabiliser les prix des produits? Est-ce qu'on veut stabiliser les revenus des agriculteurs? Est-ce qu'on veut faire les deux? Est-ce qu'on veut faire autre chose? Donc, il y a un débat autour de la politique agricole
qui me semble insuffisant à l'heure actuelle. En matière de débat, il y a un débat aussi sur quel type d'agriculture on veut. Et vous êtes plutôt partisan de l'agroécologie que de l'agro-industrie. Et pourtant, ça a l'air un peu à contre-courant, ce choix. Oui, parce qu'au fond, nous avons tout en Afrique pour faire de l'intensification agroécologique des systèmes de production. Nous avons le soleil, nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons la main-d'œuvre. Et au fond, il n'y a rien qui puisse, au fond, rendre impossible l'intensification agroécologique. Donc des rendements... Voilà, des rendements qui utilisent... Mais en respectant l'environnement, c'est ce que vous dites dans le livre. Et en particulier, une utilisation plus grande des protéines végétales, notamment les légumineuses, qui ont cette faculté incroyable de capter le carbone et l'azote aussi. Et donc fertiliser en même temps les terres et permettre aussi la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, l'utilisation des engrais, qui est insuffisante aujourd'hui, reste un grand défi pour l'Afrique et les paysans africains. Oui, nous sommes dans un rapport de 1 à 20 et donc on a de la marge. Mais ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'avec la crise russo-ukrainienne, on a vu que, par exemple, l'urée a eu son prix multiplié par 4 en 1 an. On est passé de $200 la tonne à $840 la tonne en moins d'une année. Donc ça veut dire qu'avec des agriculteurs qui sont quand même pauvres, parce que l'agriculture familiale africaine, c'est quand même l'essentiel de la pauvreté africaine, on ne peut pas miser que sur les intrants chimiques, dont les prix augmentent à l'heure actuelle. Alors, on a commencé à parler de la question environnementale. Elle est liée à d'autres sujets. En Afrique, vous critiquez beaucoup la position des chefs d'État qui misent sur les énergies fossiles pour soutenir le développement. Vous n'êtes pas sensible aux arguments de ceux qui disent que l'Afrique pollue très peu à l'échelle mondiale et qu'on ne peut pas lui demander les mêmes efforts par rapport aux pays industrialisés. Ça, vous n'êtes pas sensible à ça? Vous n'êtes pas d'accord avec eux? Si, je suis sensible à ça, mais je rappelle qu'on est au 21e siècle, on n'est pas au 19e siècle. C'est-à-dire que l'émergence au 21e siècle, la transformation structurelle de nos systèmes au 21e siècle va passer par la préservation des écosystèmes et donc des négociations avec le reste du monde. Par exemple, l'Afrique rend beaucoup de services écosystémiques au reste du monde. Le bassin du Congo, cette forêt, on voit bien que c'est le 2e poumon de la planète Terre et on peut négocier dans le cadre des différentes COP avec le reste du monde pour créer des fonds de convergence sociale et écologique en contrepartie, au fond, de ce que l'Afrique renonce à faire. Par exemple, nous émettons 4% des gaz à effet de serre, nous représentons 17% de la population mondiale. Et donc, rien que cet écart peut être négocié. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt réaliste de compter d'abord sur ses propres ressources que d'espérer des transferts internationaux qui sont toujours insuffisants? Oui, mais mon idée, c'est de jouer chaque fois que possible des complémentarités. Parce que nos propres ressources, vous avez pu constater comme moi que depuis les années 60, on n'en a pas fait grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de symétrie entre la carte des ressources minières et la carte de pauvreté. Un pays comme la République démocratique du Congo, qu'on a pu qualifier à juste titre de scandale géologique, qui a 80 millions d'hectares de terres arables, importe la quasi-totalité de son alimentation. Et donc, je crois qu'il faut passer à une autre étape, c'est-à-dire, certes, la mobilisation des ressources intérieures, mais être plus agressif dans la diplomatie internationale économique pour mobiliser des ressources. Mais vous-même, vous dites que c'est le manque d'exemplarité et de redevabilité des dirigeants envers leur population qui limite leur capacité de négociation et leur capacité à obtenir des soutiens du Nord. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'en appelle à la gouvernance polycentrique, c'est-à-dire que la société civile doit être beaucoup plus présente qu'elle ne l'est actuellement.
les chefs locaux doivent être beaucoup plus présents qu'ils ne le sont actuellement, donc dans le cadre de la décentralisation, pour qu'il n'y ait pas cette verticalité qui nous a fait tant de mal en Afrique. C'est-à-dire qu'il faut absolument multiplier les parties prenantes africaines. Et avec le reste du monde, mettre en place des dispositifs de suivi et d'évaluation autour de la gestion effective des fonds que nous espérons. Parce que, comme vous l'avez suggéré, et comme je le dis souvent, on ne peut pas être prédateur vis-à-vis des humains et prétendre être protecteur des écosystèmes naturels. On est entré dans la forêt, grâce à vous, Kako Nobobko. On a parlé aussi de diplomatie. Il y a quelques semaines se tenait le One Forest Summit à Libreville. Écoutons le ministre gabonais des Forêts, Lee White. On n'a pas aujourd'hui un engagement politique assez fort sur tous les continents. La forêt est en train de disparaître. Donc pour moi, c'est ça, c'est fédérer des leaders qui vont créer un noyau de chefs d'État qui vont lutter pour la préservation de la forêt. Et on va amener les idées de Libreville dans le grand sommet finance vert qui aura lieu à Paris en juin. On va amener ces idées vers les réunions de printemps de la FMI et on va amener ces idées au COP 28 à Dubaï. Et pendant ce processus, on espère bien pour le Gabon, pour le Brésil, pour le Ghana, pour le Congo, on va également faire du progrès sur des questions de vente de ces crédits REDD+, pour qu'on commence à solidifier la fondation de ce processus. Le ministre gabonais des Forêts au micro de Jeanne Richard pour RFI. Julien. À l'issue de l'événement, à l'issue du Forest Summit, les gouvernements, enfin les chefs d'État ont annoncé la constitution d'un fonds de 100 millions d'euros pour accélérer la protection des espaces naturels. Est-ce qu'on n'est pas un peu timide là ? Est-ce que 100 millions d'euros, ça paraît être à la hauteur des enjeux ? 100 millions d'euros, c'est une douzaine de chars d'assaut modernes. On est en pleine crise en Ukraine. Ou c'est un gros Boeing. C'est relativement peu. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ce qui importe, c'est la mobilisation. C'est vraiment le fait que tout le monde comprenne qu'il y a une urgence pour le coup. Et nous, on l'observe parce que du fait du réchauffement climatique, les populations tendent à migrer des zones sahéliennes vers les forêts humides et les mangroves. Mais en même temps, du fait de ce même réchauffement climatique, vous avez une érosion côtière très forte qui oblige les populations côtières à monter vers l'intérieur des terres. Et donc, les populations sont prises en étau à l'heure actuelle du fait de cette transformation climatique. Et donc, 100 millions, ce n'est peut-être pas beaucoup en termes quantitatifs, mais ce que ça peut engendrer en termes de mobilisation des parties prenantes peut servir d'effet de levier pour augmenter les ressources. Et il faudra effectivement les augmenter. Encore quelques toutes petites minutes avec vous, Kako Nobobko, grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Julien. En août 2022, la Camerounaise Vera Songwe a démissionné de son poste de secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. À ce jour, elle n'a pas été encore remplacée. Il y a toujours un intérim. Est-ce que ça vous paraît surprenant ? Bon, j'imagine que le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, a de bonnes raisons de donner du temps au temps. Mais effectivement, il ne faudrait pas que la Commission économique pour l'Afrique devienne la belle endormie. Et donc, j'espère que tout ça va aller vite et que la CEA retrouvera son lustre d'antan. Vous savez, la CEA était à l'origine du plan d'action de Lagos, qui, au fond, a été au cœur de la dynamique de la CEDEAO et d'autres communautés économiques régionales africaines. Et a toujours porté aussi l'idée d'une transformation productive endogène africaine. Et le temps de l'ajustement structurel est venu bloquer ce processus. Et là, on a l'impression qu'on revient de nouveau à un moment où l'Afrique
peut dessiner son chemin par elle-même. Un jour, ce poste pourrait vous intéresser, Kako Nobubko ? Ah, pas un jour, dès maintenant. Dès maintenant. Il m'intéresse. Ah oui. Ah oui, moi, tout ce qui peut permettre de mettre en œuvre ma vision du continent, du point de vue de son développement économique, m'intéresse. Donc vous êtes candidat à la succession de Vera Songwe ? Disons que le Togo m'a fait l'honneur de porter ma candidature au poste de secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. Mais vous savez, nous sommes nombreux à être potentiellement capables de diriger une telle institution. Et puis, ce que je fais à l'heure actuelle est très passionnant aussi. Mais c'est clair que, et je l'ai dit déjà au mois d'octobre, dans une interview à Jeune Afrique, que j'aimerais être encore plus au service de mon continent que je ne le suis à l'heure actuelle. Kako Nobubko, peut-être vous pourriez l'être aussi en vous lançant en politique, puisqu'on l'a bien compris, votre propos, il est économique, mais il est très souvent aussi politique. Oui, cet ouvrage, et je le dis clairement dedans, c'est un agenda politique, mais au sens noble, au sens de la transformation sociale, sociétale et économique. Moi, ce qui ne m'intéresse pas, c'est la politique politicienne, où on passe son temps à parler des défauts des autres et à ne jamais nous dire ce qu'on propose pour les sociétés. Je crois que l'élite africaine a ce devoir d'imaginer des lendemains qui puissent être des lendemains de prospérité partagée. Et de ce point de vue, ce que je fais, c'est déjà de la politique. Ne parlons pas trop des défauts des autres. Kako Nobubko, prêt pour aider son continent dans l'avenir. Merci à vous. Merci. Merci d'être passé dans les studios de RFI. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une solution pour l'Afrique, du néo-protectionnisme au bien commun, aux éditions Odile Jacob. Merci Julien. Merci Bruno. À très bientôt. Les meilleurs passages de cet entretien dès maintenant sur le site internet de Jeune Afrique. Bon retour Kako Nobubko. Merci beaucoup. La vidéo sur les chaînes YouTube de RFI et de Jeune Afrique à partager sur Facebook. RFI Echo. Merci à Guillaume Munier et à Mathieu Leroy qui sont derrière la vitre. Vous ne les voyez pas. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. Bonne journée, bonne soirée et surtout portez-vous bien.